Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. On va parler télétravail aujourd'hui, désormais largement adopté, qui permet de travailler à distance grâce aux technologies numériques. Il offre aussi des avantages comme la flexibilité accrue, la réduction des déplacements et du meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cependant, le télétravail n'est pas sans limite. Risque d'isolement, frontières floues entre la vie privée et le travail, une communication d'équipe plus difficile. Petit état des lieux dans un instant avec notre invité Jean-Claude Deljeune qui est avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Merci de nous accompagner. Président fondateur du cabinet Technologia, spécialiste dans la gestion de crise, avec 2 livres. Oser le travail, comment mettre en place un télétravail responsable aux éditions du Fauve. Et puis, pas que, puisque là vous avez un 2e livre qui va sortir prochainement. Comment mettre en place un télétravail responsable aux éditions Fauve. C'est ça ? Le 2e, c'est le retour au bureau. C'est le retour au bureau, d'accord, très bien. Le retour au bureau. Le retour au bureau, est-ce la fin du télétravail ? Est-ce la fin du télétravail ? En tout cas, on va en parler ensemble. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Alors d'abord, Jean-Claude Deljeune, merci d'être avec nous. Juste un état des lieux aujourd'hui du télétravail. On est à peu près à 4 ans après le Covid en moyenne. On a fait un retour en arrière en se disant qu'à 4 ans, on a eu un peu d'expérience, un peu d'expertise, puisque ça a été un peu le lapin dans les phares. Aujourd'hui, si on fait un état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire du télétravail ? Alors, pour faire l'état des lieux, il faut voir très rapidement un peu l'historique de l'émergence du télétravail en France, parce que nous avions beaucoup de retard en matière de télétravail par rapport aux autres nations, disons, occidentales et avancées. La France, avant mars 2020, était très peu concernée par le télétravail. Nous avions en fait à peu près 1,7 million de personnes qui télétravaillaient, essentiellement des cadres supérieurs, beaucoup d'ailleurs dans la fonction publique d'État, c'était là où on avait le plus de télétravailleurs. Avec l'émergence donc du Covid, il a fallu instaurer donc le confinement, éviter la transmission de la maladie, et le télétravail s'est imposé. Il s'est imposé par effraction. Pourquoi ? Parce que les employeurs n'en voulaient pas. Les employeurs n'en voulaient pas. Les employeurs n'en voulaient pas, considérant que télétravail est égal télévision. Pour vous dire simplement, Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre du Travail, a diligenté près de 5000 contrôles de l'inspection du travail pour imposer le télétravail dans les entreprises en France, au moins 3 jours par semaine. Donc, en fait, le télétravail s'est imposé au forceps. En fait, on est tombé dans le bain un peu pour nager, un peu comme à la piscine. Ce qui a arrangé tout le monde à ce moment-là, quand même. Voilà, oui, ça. C'est un grand succès. Ce qu'il faut dire, c'est que dans cette affaire, les Français, les travailleurs français, ont gagné 10 ans de maturité numérique. Parce que, en fait, tout simplement, tout le monde a dû s'y mettre et on s'est aperçu que ça fonctionnait. Ça fonctionnait, c'est-à-dire que globalement, on est passé de 1,7 million à peu près à près de 6 millions de personnes en télétravail en rien de temps. Ce qui est du jamais vu en termes de sociologie. Et donc, avec bon an, mal an, pas mal de douleurs, pas mal de souffrances, mais ça a fonctionné. Les employeurs se sont dit, ça fonctionne. Ils ont constaté effectivement que ça fonctionnait. Et ils ont constaté aussi une deuxième chose, que les bureaux étaient vides. Il y a eu donc ce qu'on appelle le spleen des bureaux vides. Oui. Les employeurs payant des mètres carrés qu'ils n'utilisaient pas. Et pour un employeur, pour un dirigeant, payer quelque chose qui est gaspillé, c'est terrible. C'est je dirais une insulte à la bonne gestion. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les employeurs ont mis en place ce qu'on appelle le flex office. Alors, le flex office, c'est une équation simple. C'est vous avez 1000 salariés, vous allez donner 500 postes. Voilà, 500 postes. Comment on résout le problème ? On fait en sorte que les gens viennent à tour de rôle, si on peut les réguler, ou tout simplement qu'ils ne viennent pas. Et en fait, avec cette affaire, on est passé du droit au télétravail forcé. Pourquoi ? Parce que dans le flex office, on a véritablement des conditions de travail largement dégradées. C'est déjà un problème. Après, donc, ce qui s'est passé globalement, c'est que on a commencé aussi à réfléchir. Pourquoi ? Parce que cette opération sociologique a laissé des traces et on s'aperçoit aujourd'hui, 4 ans après, vous allez me le dire, on est à peu près un petit tiers de gens qui télétravaillent en France, 2 tiers qui ne télétravaillent pas, il faut le signaler, mais les 1 tiers qui télétravaillent, on voit bien qu'il y a des conséquences pour les entreprises. Alors on va y venir certainement.
dans le télétravail, vous avez des avantages, vous avez des écueils qu'il faut éviter, et il faut trouver des compromis. Et si on ne trouve pas de compromis, il y aura effectivement un certain nombre de difficultés. Et on s'est très vite rendu compte aussi que le télétravail, c'est propice aux inégalités, parce qu'il y a quand même plein de métiers qui ne sont pas télétravaillables, si je puis dire. Oui, ça génère une frustration pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier et qui sont obligés de venir tous les jours au travail, enfin qui sont obligés donc d'être à disposition de l'employeur en présentiel. Effectivement, ça génère des difficultés de ce point de vue-là, en sachant aussi que, encore une fois, le télétravail, n'a pas que des bons côtés. Il a des avantages. Les avantages, on peut peut-être les aborder maintenant si vous le souhaitez. Bien sûr. Le premier avantage, et ça, toutes les enquêtes le montrent, c'est le fait que les salariés aspirent à ne pas voyager 1h30 pour aller, 1h30 pour retour. C'est en moyenne 1h30. La fatigue, en clair. Les temps de transport, de transport qui sont très fatigants tous les jours, et donc ce transport pendulaire pour se rendre au travail, c'est ça la première aspiration des salariés. Dans le droit du travail, est-ce que c'est considéré comme de travailler, le fait de se rendre? Non, c'est ça. L'employeur, nous on a fait beaucoup d'études sur le stress des transports en commun, par exemple. L'employeur, il considère que les salariés sont à la porte de l'entreprise, alors que très souvent, du fait de la cherté des loyers, de l'acquisition difficile de l'immeuble, les gens sont très éloignés. Donc le premier motif du télétravail, c'est l'éloignement. Et on le voit bien, il y a une grande différence entre la région parisienne, les grandes villes comme Lyon, Toulouse, où il est plébiscité, ou Bordeaux, et puis ailleurs, où en fait, globalement, si on est proche de son travail, c'est quand même plus simple de s'y rendre. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est effectivement l'économie. On n'en parle jamais, mais le télétravail, c'est une source d'économie. Or, les Français aujourd'hui chassent chaque euro. Quand vous gagnez 2400, le salaire moyen de référence c'est 2450 €. Vous pouvez faire jusqu'à 8 à 10% d'économie entre les frais de péage, les frais d'essence, l'usure de véhicules, les repas à l'extérieur, parce que quand vous êtes en télétravail, vous bénéficiez aussi des tickets repas. Vous voyez, donc il y a une économie considérable. Il y a un effet fiscal aussi, puisque vous avez droit à une indemnité. Donc c'est un avantage considérable pour les salariés qui bénéficient de cela. Vous voyez, donc effectivement, cet avantage aujourd'hui, après 4 ou 5 ans, ça sera assez compliqué de revenir en arrière. Ouais, c'est très compliqué. Alors, oui. Non, allez-y. Il y a un autre point aussi, c'est la flexibilité. Autre avantage que je voudrais souligner, toujours lié à la mobilité, c'est on a véritablement, avec le télétravail, et ça c'est vraiment à souligner, une réduction des gaz à effet de serre. Alors, c'est difficile à calculer parce que l'activité numérique génère aussi, je dirais, des effets de réchauffement, mais il y a une expérience qui a été menée par Orange à Talente, en Bretagne, et on voit que sur une population à peu près un peu inférieure à 700 salariés, on a une économie de 65 millions de mètres cubes de gaz à effet de serre, ce qui est beaucoup. Donc le télétravail favorise en fait l'attrition des gaz à effet de serre. Enfin, autre avantage, c'est effectivement que le télétravail a permis de remettre en emploi un certain nombre de personnes handicapées. En situation de handicap, oui. Voilà, absolument. On a fait baisser quand même avec le télétravail de 2 points le chômage des handicapés. Alors, il se trouve encore, les personnes en situation de handicap se trouvent encore à peu près à 12% au chômage, mais c'est quand même une amélioration. De même, pour les personnes malades, voire pour les femmes enceintes. Voilà, ce sont des avantages. Et côté positif. Mais on va dérouler tout ça jusqu'à 20h avec vous, hein, Jean-Claude Delgennes. Dans un instant, on va revenir sur le cadre, le cadre juridique, puisqu'il y a le télétravail. Et puis parfois, on se rend compte que finalement, ceux qu'on a employés, ils sont partis vivre à l'étranger, mais ils nous ont rien dit. Mais là, c'est complètement discutable. On va en parler avec notre invité. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est juste très bien entouré aujourd'hui. Jean-Claude Delgennes est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia. Et puis, il a écrit 2 livres. C'est très intéressant. Oser le télétravail, comment mettre en place un télétravail responsable. Et puis, quelques mois après, il s'est dit, tiens, comment le retour au bureau, la fin du télétravail avec un grand point d'interrogation, ce qui prouve qu'il y a du changement. Et on va en parler, bien entendu, puisqu'il y a tout un cadre juridique. Et Martine Derdevet est avec nous, senior advisor RH,
présidente fondatrice de Mayao Conseil. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce qui est important, Jean-Claude Delgen, c'est effectivement ce télétravail. Pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un cadre juridique. Ah oui. Le télétravail est très réglementé. Très réglementé, et justement pour éviter qu'il y ait des distorsions entre les travailleurs qui sont en présentiel et ceux qui sont à bénéficier du télétravail. Et donc, y compris pour faire évoluer les règles du travail. On va peut-être le voir avec Martine. Oui, on va le voir. Oui. Parce qu'il y a un vrai sujet qui est celui de l'accident du travail, puisque quand vous êtes chez vous en télétravail, vous êtes considéré comme étant au travail. Au donc, bureau. Si vous êtes en train de travailler, que vous faites une chute chez vous, c'est un accident au travail. Mais l'employeur n'a pas le droit de venir chez vous. L'inspection du travail n'a pas le droit de venir chez vous. Personne n'a le droit de venir chez vous. Donc comment on peut contrôler l'accident du travail? Vous voyez, c'est une question intéressante. Et tout dépend de l'heure aussi. Est-ce que vous êtes à l'heure du déjeuner ou pas? En tout cas, voilà, bref. Tout à fait. Martine Derdevet, je le disais, présidente fondatrice de Mayao Conseil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce cadre juridique, on le disait tout à l'heure, vous prenez des employés qui sont en télétravail, et on l'a vu, puisque je commence forcément par ce sujet-là, on l'a vu que finalement l'entreprise ne sait plus vraiment où habite son collaborateur. Merci beaucoup. Bonsoir Cécile de Ménibus et bonsoir Jean-Claude Delgen. Effectivement, le télétravail, je vous écoutais avec beaucoup d'attention depuis le début de cette émission. Le télétravail, il n'est pas né pendant le Covid. Disons que le Covid a accentué et les entreprises ont dû s'organiser dans l'urgence, plutôt bien d'ailleurs, parce que c'était même une situation très inédite. Mais ce qui est incontestable, c'est qu'elle a bousculé, en tout cas, bousculé l'organisation traditionnelle des entreprises. Et aujourd'hui, le débat est qu'est-ce qu'il faut en retirer comme leçon? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des leçons à retirer aujourd'hui. Bien sûr, mais les entreprises qui sont en fait désireuses d'attirer des salariés ou de les retenir, elles ont du mal finalement à se dire laissons tomber le télétravail, puisqu'on sait très bien que une entreprise, notamment dans les métiers qui sont tendus, qui ne proposerait pas ce genre de service, elle s'expose au fait à la fuite des talents, qui ira bien sûr répondre à une offre d'une entreprise concurrente, par exemple. Mais permettez-moi de rebondir sur Jean-Claude Delgen. Jean-Claude, la moyenne aujourd'hui du télétravail, c'est combien de jours ? En moyenne, c'est à peu près un peu moins de 2 jours par semaine. D'accord. Mais on est très en retard par rapport aux Italiens, aux Allemands, aux Finlandais, qui sont à beaucoup plus. Et il y a une deuxième question qu'il faudrait se poser, c'est qui en bénéficie? Nous, c'est plutôt ce qu'on appelle les CSP+, oui. C'est-à-dire les gens qui sont fortement diplômés, plutôt que les gens... Alors qu'en fait, en Italie, en Allemagne ou dans d'autres pays, il y a quand même une plus grande égalité. Alors, je reviens à vous, Martine Derdevet. Aujourd'hui, c'est en moyenne quelques jours, enfin entre 2-3 jours pour des entreprises. Mais ça veut dire que il faut impérativement revenir, sauf qu'il y a des gens qui restent un peu plus longtemps et dont on imagine qu'ils peuvent, sans que leur employeur s'en rende compte, à partir à l'étranger et ne rien dire à personne. Et c'est là qu'il y a un véritable problème. Oui, effectivement, vous faites allusion à des situations où, par exemple, un salarié qui signe un contrat de travail, donc qui prévoit pas une situation de télétravail à l'international, et qui vient... alors, le télétravail, je précise, il peut être occasionnel ou régulier. Donc, la personne, en toute bonne foi d'ailleurs, elle peut très bien juger que si elle habite Aulnay-sous-Bois et qu'elle travaille de chez elle, et puis que son conjoint est muté, par exemple, à Berlin, elle ne voit pas d'inconvénient à télétravailler depuis Berlin et à prévenir son employeur. Quel problème ça cause? Oui. Alors, en fait, la législation française, elle est très séduisante, puisqu'elle laisse, le Code du travail précise, elle laisse une marge de manœuvre assez forte aux entreprises. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ils ont donc cette marge de manœuvre sur la possibilité de définir eux-mêmes les postes éligibles, par exemple, et puis l'opportunité de mettre en place ou pas un système. Donc je rappelle comment on met en place le télétravail en France, c'est soit une charte
donc un document unilatéral de l'employeur, mais qui m'oblige quand même le CSE, soit par accord. Mais par contre, si vous choisissez... Pardon, je vous coupe. Quand vous dites par accord, ça veut dire que ça peut être du cas par cas, c'est ça? Un accord collectif. Un accord collectif, ok. Un accord collectif qui est négocié avec les syndicats. Et là, la loi, par contre, vous impose un certain nombre de figures imposées. C'est un peu comme dans une compétition de patin à glace. Elle va vous dire, si vous choisissez de mettre en place le télétravail par accord, alors je vous demande de mettre quelques dispositions incontournables, comme par exemple le double volontariat, ou comme l'a évoqué tout à l'heure Jean-Claude, les conditions de passage, la réversibilité. J'entre dans le système, comment j'en sors? Et puis, plus ciblé, concernant les femmes enceintes, par exemple, ou l'accès des salariés aidants d'un enfant, par exemple, et rarement les situations à l'international. Et c'est là qu'effectivement, il y a une certaine difficulté parce que les employeurs, ils savent très bien quel est le terrain de jeu en France, puisque c'est finalement assez simple, ça relève d'un accord. Et s'il n'y a ni accord ni charte, ça relèvera du contrat de travail. Mais par contre, ce qu'ils ne soupçonnent pas, c'est toute la difficulté du mécano à l'international. Puisque quand vous commencez à travailler à l'international, vous allez devoir gérer des situations où il va falloir que vous soyez au clair avec le droit du travail, le droit social, le droit de la sécurité sociale, parfois le droit de l'immigration et le droit social. Tout ça combiné, pas dans un seul pays, mais dans une situation binationale. Pour reprendre la situation que j'avais prise, un télétravailleur qui télétravaille depuis Berlin et qui a dit à son employeur que finalement son lieu de travail c'est Aulnay-sous-Bois, eh ben, il pourra être potentiellement soumis à 2 législations. Ah oui, c'est ça. Je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a un problème de cybersécurité aussi, parce que quand vous emmenez votre ordinateur à l'étranger et que vous ne préviez pas votre employeur, on est un petit peu dans l'embarras. Il y a beaucoup de problèmes avec ce télétravail déporté. Moi-même, j'ai eu chez moi un ergonome qui voulait partir travailler en Italie. J'ai refusé. Bon, il n'a pas insisté, mais ça a failli mal tourner. Parce qu'en fait, même quand vous avez quelqu'un qui est à l'étranger, tout ne peut pas se résoudre. C'est très compliqué de tout résoudre à distance. Alors, on peut le faire, une semaine, 2 semaines, mais tout faire à distance, il faut absolument parfois se voir, régler des problèmes, etc. À part dans certains métiers de la haute technologie, où j'y reviendrai, où c'est possible. Mais globalement, c'est compliqué. Et donc, le travail totalement à distance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez eu la mise en place, je dirais, du Covid, du confinement à cause du Covid, on a à peu près 1 million de personnes qui ont quitté la grande région parisienne. Et à peu près 600 000 qui se sont établis dans les grandes villes, dans le grand bassin parisien. Les gens qui sont allés, par exemple, en Normandie, en Bretagne, etc. Voilà. Et ça, c'est aussi du fait que la technologie le permet et que ça donne effectivement... les gens, en fait, si vous voulez, quand tout s'est arrêté, se sont posé des questions sur leur travail. Il y a eu une véritable interrogation sur la valeur travail. Les gens se sont dit, est-ce que je dois continuer à vivre ainsi? Comme ils se sont reposés, qu'ils ont pris du recul, ils se sont dit, non, je vais faire autrement. Et bon, moi, j'ai par exemple un associé qui est parti vivre en Bretagne, ce qui m'embête beaucoup, parce qu'effectivement, c'est pas toujours simple. Non, mais ça, c'est de la jalousie, parce que c'est la Bretagne. C'est juste pour ça. Non, c'est parce que ça complique les choses dans la prise de décision. Allez, vous bougez pas. On va vous garder, hein. Bien sûr, Martine, vous restez avec nous. On revient dans un instant, il y a un problème aussi de santé publique, hein, puisque rester chez soi, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes de santé? On va en parler avec un ancien député de la Loire, auteur du livre Bougeons aux éditions de l'Aude. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies d'emploi sur le télétravail, puisque vous savez, depuis le début de la crise sanitaire, le travail était en passe de devenir une habitude pour de nombreux salariés et les choses se réfléchissent un petit peu autrement. Aujourd'hui, certaines entreprises font marche arrière, certains aussi salariés se disent que finalement la machine à café avec leurs copains leur manque. On en parle ce soir avec Jean-Claude Delgen, président fondateur du cabinet Technologia, avec pas mal de livres. Oser le télétravail, comment mettre en place un télétravail
télétravail responsable aux éditions Fauve, et le nouveau qui va sortir, Retour au bureau, la fin du télétravail. Et le premier avait très bien fonctionné, hein, bravo. Martine Derdevet est avec nous, senior advisor RH, présidente fondatrice de Maya au Conseil. Et puis viennent de nous rejoindre Régis Juanico, qui est ancien député de la Loire et auteur du livre Bougeons aux éditions de l'Aube. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Encore un mot sur la partie internationale, Jean-Claude Delgen, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, moi ce que je constate, c'est que certains métiers permettent véritablement de télétravailler, ils sont rares mais totalement. Et ce que je constate, c'est qu'il y a aujourd'hui des jeunes de différents pays qui font le tour du monde, je les appelle les hirondelles, ils font le tour du monde en gardant le même employeur ou parfois en changeant d'employeur, mais en travaillant à distance et en visitant les différents pays dans lesquels ils vivent 6 mois, 7 mois, et ils font le tour du monde comme ça. Et je trouve ça assez fabuleux. Absolument. Martine Derdevet, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que peut-être que ce qui manque parfois, c'est la confiance entre le chef d'entreprise ou le collégial de la direction avec les salariés. C'est de nouer justement ce lien qui permet aux gens d'avoir envie de rester dans l'entreprise plutôt que la suspicion tout le temps. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de permettre. Alors, quand le poste est télétravaillable, hein, tous les postes ne sont pas éligibles au télétravail. On a bien compris tout ça. Mais le télétravail depuis l'international, ou ce qu'on appelle work from everywhere, c'est effectivement laisser la possibilité à une personne de télétravailler. Il y a des milliers de situations possibles depuis chez elle, en coworking, etc. Et c'est ce que recherche en fait une certaine génération, c'est de pouvoir travailler depuis chez soi en France, mais depuis chez soi à l'international. Pardon, je vous coupe. Quand vous dites une certaine génération, ça veut dire que on parle d'une génération plus jeune, mais est-ce que ça veut dire que les générations un peu plus âgées aujourd'hui prennent le pas, ou alors ils reviennent sur les méthodes traditionnelles, si je puis dire? Je ne sais pas si c'est une question finalement purement de génération. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont même proches de la retraite qui aiment travailler avec une grande liberté, c'est sûr. Après, il faut que les choses soient quand même raisonnables, c'est-à-dire que la durée légale du travail pour un télétravailleur, qu'elle soit en France ou à l'étranger, elle doit être respectée, parce que l'employeur, pour des questions de santé notamment, est comptable de la durée légale du travail. Et c'est pas parce que vous travaillez en télétravail depuis l'international qu'on va pouvoir vous mobiliser. Si vous avez un poste qui est sur l'international, si vous travaillez avec le Japon, alors vous allez à une réunion qui commence à 6 heures du matin. Oui. Puis vous allez travailler avec les Russes à midi, puis après vous terminez à 11 heures du soir parce que vous avez encore des clients au Brésil. Non, ça, c'est pas possible. Il faut bien sûr que la durée légale du travail soit respectée. Donc, il y a un échange entre, comme vous le dites, le manager et ses salariés, qu'ils soient en face de lui ou depuis Dubaï. Et évidemment, on ne doit pas jouer sur les fuseaux horaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est discuté, bien sûr. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le droit à la déconnexion, il existe aussi pour les télétravailleurs qui ont finalement les mêmes droits que s'ils étaient à l'intérieur de l'entreprise. Absolument. Régis Juanico est avec nous, ancien député de la Loire et auteur de ce livre Bougeons aux éditions de l'Aube. On entend bien dans le mot bouger un problème de santé publique, forcément, de santé physique même, du télétravailleur, si je puis dire, de se dire que finalement le fait de ne plus faire ses trajets, le fait de ne plus sortir chez soi crée d'autres problèmes que ceux, outre finalement la liaison, l'intégration au sein d'un groupe, c'est d'une part se sentir seul et surtout de ne plus faire de sport et d'activité. Oui, alors il y a des effets bénéfiques au télétravail. Jean-Claude Delgen explique dans ses articles, dans ses livres, que par exemple, pendant la crise Covid, pour la santé mentale, pour la santé psychique, le télétravail a plutôt été bénéfique pour les télétravailleurs. Par contre, pour la santé physique, on le sait, trop de télétravail. Aujourd'hui, on était à 3 jours et demi pendant la crise Covid. On sait que c'est synonyme de plus de sédentarité, c'est-à-dire
de position assise dans la journée, et puis aussi de moins d'activité physique dans le quotidien. Et un employé de bureau, il va passer 75% à 80% de sa journée de travail en position assise. Donc ça veut dire 6h à 6h30 sur des journées de 8 heures. Si vous rajoutez les temps de transport où vous êtes assis, pas tout le temps, mais vous êtes assis, et les temps de loisirs, vous êtes facilement dans une journée à 9h, 10h de temps de sédentarité. Or, quand vous êtes sédentaire plus de 7 heures par jour, en position assise prolongée, vous allez avoir des méfaits pour votre santé, maladies chroniques, donc ça c'est l'hypertension, c'est les maladies cardiovasculaires, ça peut être le développement aussi de surpoids et d'obésité. Et donc, on le sait, le télétravail, trop de télétravail conduit effectivement à avoir ces méfaits sur la santé. Jean-Claude Delgen, est-ce que tout ça engendre un risque de baisse de productivité ? Oui, on a différentes études qui étaient assez contradictoires parce que pour voir bien, il faut voir loin. Et donc, quand les premières études sont sorties, on s'est un peu focalisé sur la productivité, disons, individuelle de court terme. Et la productivité individuelle de court terme, avec le télétravail, elle s'améliore parce que les gens sont chez eux, ils sont pas dérangés, ils sont pas dans un flex office ou dans un open space. Et donc, globalement, ça le fait bien. En revanche, si on voit l'affaire un peu d'une manière différente, à savoir l'interconnexion des uns et des autres, le fait qu'il y ait des échanges, parfois des échanges informels, que l'intelligence collective permet d'alimenter tout le monde, on s'aperçoit que là, on a un vrai problème de productivité. Différentes études, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis, au MIT, qui a conduit d'ailleurs les grandes sociétés américaines, alors qu'elles étaient, je dirais, très volontaires pour le télétravail, à revenir en arrière. Cette étude a montré qu'il y avait à peu près 20%, je dirais, de baisse de productivité. Il y a une étude au Japon, de même, qui a montré qu'on perdait il y a 2 études au Japon, une 20% de perte de productivité et une 30%. Alors, il est vrai que quand par exemple, prenons un exemple, quelqu'un arrive dans une entreprise. Et dans une entreprise, vous avez sans arrêt, dans les grandes entreprises, je dirais, un turnover, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Les gens qui rentrent, qui sont en télétravail, ils n'arrivent pas véritablement à s'intégrer. Oui. Ils ne connaissent pas les gens, ils connaissent pas les métiers, ils connaissent pas ils connaissent mal les produits, les process et tout. Donc c'est très compliqué. Vous voyez, donc le télétravail, de ce point de vue-là, y compris, a un effet négatif. Pourquoi ? Parce que il n'est pas favorable à ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est quoi ? C'est quand vous faites des découvertes sans vouloir. Par exemple, Fleming, je donne souvent cet exemple, il n'a pas découvert la pénicilline en cherchant la pénicilline. Il a découvert la pénicilline parce qu'il a laissé en fait sur son bureau, sur ses étagères, des lamelles qui ont en fait, durant le week-end, qui se sont développées, des champignons, et c'est comme ça qu'il a découvert la pénicilline. Vous voyez, c'était bon nombre de découvertes résulte de cet improbable, de cet impromptu, de cet incertain qui surgit dans nos vies. Et d'ailleurs, c'est ça la vie, c'est ce côté un peu magique de l'incertitude. Et donc le télétravail qui suppose de tout programmer, de tout ficeler à l'avance, rompt un peu avec cette possibilité-là. Et là, c'est une amputation de la créativité qui peut être remarquable. Enfin, en termes d'intelligence collective, on s'aperçoit que la communication est altérée, et y compris pourquoi ? Parce qu'on se prive de toute la communication à distance, qui est la communication non verbale, qui est, je dirais, par exemple, si vous êtes avec 10 personnes en télétravail, que vous tenez un propos, que quelqu'un lève les yeux au ciel, vous le verrez peut-être pas, mais ça signifie un agacement. Mais si vous êtes en face de lui dans une réunion, vous le verrez. Vous voyez, toute la communication non verbale est importante. Et donc, il faut bien comprendre que s'il y a trop de télétravail, à un moment donné, ça fait perdre de la productivité. À part dans certains métiers qui n'exigent pas une véritable coopération, qui sont vraiment une addition d'intelligence individuelle. Mais c'est assez rare. On le voit dans les nouvelles technologies, mais dans le reste des métiers, c'est assez rare. Allez, on en parle dans un instant. On fait encore une petite pause. Je sais, toutes ces pauses, c'est normal. C'est pour payer le salaire de notre réalisateur. Qui est énormément. Et qui ne fait pas de télétravail. Voilà, vous restez avec nous. On revient dans un instant. On est ensemble avec nos invités jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby.
Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, aujourd'hui on parle de ce télétravail, des bons côtés et des faces un peu plus sombres. Jean-Claude Delgen est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia, avec ce nouveau livre qui va sortir, Retour au bureau, la fin du télétravail, point d'interrogation, aux éditions Fauve. Martine Derdevet est toujours avec nous, senior advisor RH, présidente fondatrice de Maïao, conseil, et Régis Juanico qui était avec nous, ancien député de la Loire et auteur du livre Bougeons aux éditions de l'Aube. Alors, on parlait il y a quelques instants avec Régis Juanico, forcément, des problèmes liés aux lombalgies, au fait de ne pas faire de sport, de ne plus bouger, qui vont commencer à entraîner, même si on sait que les arrêts maladie avec le télétravail ont diminué, mais est-ce que ça veut dire que ça va repartir, les arrêts maladie, mais sur d'autres problèmes qui sont liés au télétravail, à la maison et à la sédentarité? Ce qui est sûr, c'est que chaque jour de télétravail, ça va correspondre à peu près 30 minutes à 1h15 de temps de sédentarité par jour et 30 à 40% d'activité physique en moins. Pourquoi ? D'abord parce que vous supprimez les temps de trajet en transport en commun ou sur une partie de ces temps de trajet, domicile-travail, vous allez marcher. Ah oui, bien sûr. Et plus vous arrivez au travail en ayant marché ou en ayant pédalé, plus vous allez être créatif d'ailleurs, productif. Et puis, il y a aussi la question que vous allez enchaîner les visios chez vous, devant un écran, plutôt que participer à des réunions avec vos collègues. Donc, vous n'allez pas faire ces trajets, je dirais, sur votre lieu de travail pour aller d'une réunion à une autre. Mmh. Donc, le travail devant écran, si c'est pendant 7 heures, 8 heures par jour, d'abord, vous avez la fatigue oculaire, mais vous avez, comme vous le dites, aussi tous les troubles musculo-squelettiques, qui est la première cause de maladie professionnelle aujourd'hui, les lombalgies, les cervicalgies. Et c'est vrai que vous êtes mal installé comme je le suis aujourd'hui chez moi, devant vous, vous allez avoir ce développement de maladies, notamment de troubles musculo-squelettiques. Et donc, il faut absolument, quand vous êtes en télétravail, rompre les postures sédentaires, vous lever le plus régulièrement possible, marcher, monter des escaliers et le plus souvent possible, rompre cette routine d'être devant un écran de façon prolongée. Martine Derdevet, est-ce que ça veut dire que on impose finalement à l'entreprise de vous fournir du matériel, de vous fournir un cadre de travail avec des temps de pause, avec voilà, c'est tout ça est stipulé? Alors, effectivement, vous soulignez un point qui est essentiel, c'est qu'au départ, quand on a instauré le télétravail, enfin, je me souviens, il y avait une inspection. Et ce que disait Jean-Claude Delgen, c'est que au début des prémices du télétravail, il y avait une inspection un peu de l'entreprise, parce que c'était une posture assez rare. On venait visiter l'appartement et on regardait si les prises électriques étaient conformes, etc. Et puis surtout, les entreprises demandaient une assurance de la part du salarié. Elles s'assuraient aussi, côté, je dirais. Et puis, avec la généralisation, tout ça, c'est plus possible. On peut plus visiter chaque appartement. Et pendant le Covid, on a bien vu, il y a des gens qui travaillaient d'ailleurs depuis leur cuisine. On l'a bien vu pendant les visios. Parfois, c'était quand même assez acrobatique pour certaines familles. Gaguesque, parfois. Gaguesque, effectivement. Ouais. Et de l'international, c'est pareil. C'est-à-dire que vous travaillez d'un tiers-lieu, vous travaillez effectivement d'un hôtel ou même dans un train. Ça peut être... Après, il y a des problèmes de confidentialité, ça c'est encore autre chose. Mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre dans le processus, on informe le salarié et on lui explique ce qu'il peut faire de ce qu'il ne peut pas faire. Et les troubles, effectivement, ce que vient de souligner Régis Juanico, c'est très important. C'est-à-dire qu'on dit aux salariés un peu ces choses-là. On leur donne un peu une marche à suivre et parfois on peut même... avoir un entretien régulier, d'ailleurs c'est avec les salariés, le manager, pour voir si la charge de travail est bien, je dirais, suffisante ou pas, parce que vous avez des personnes qui peuvent aussi s'ennuyer, on n'a pas évoqué aussi ça, le bore-out existe aussi, quand ils sont isolés et qu'ils sont seuls chez eux. Donc, toutes ces questions-là, bien sûr, sont discutées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, les entreprises elles vont s'assurer et le salarié va aussi s'assurer. Mais on ne peut pas, évidemment, être certain que là où vous travaillez,
vous êtes dans un endroit qui est aussi sécurisé qu'une inspection hygiène et sécurité l'aurait faite pour des établissements, enfin des locaux en présentiel. Ouais, Jean-Claude Delgen, ça change aussi un prisme, on a un prisme différent pour le management. C'est-à-dire que manager des gens à distance, c'est un autre métier en fait. Tout à fait. Je vais y revenir, mais peut-être pour compléter ce qu'a dit Martine Derdevey, qui était très intéressant, c'est que, y compris Régis Juanico, c'est que dans toutes les entreprises, dans les accords qui sont signés entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des salariés, les syndicats d'un côté et les dirigeants de l'autre, il faut prévoir une véritable discipline individuelle pour chaque salarié. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, normalement, chaque salarié devrait pouvoir faire une petite promenade pour se caler les rythmes circadiens sur la lumière du soleil, la lumière, vous voyez, naturelle. Okay. Parce que ça, c'est très important pour le sommeil, vous voyez. Bon, il devrait y avoir une pause, se lever, s'étirer tous les 40 minutes. On ne doit pas personne ne fait. Personne ne le fait. On doit avoir du matériel qui soit adapté, des fauteuils qui soient réglés, avec des ordinateurs, avec, je dirais, des dispositifs pour éviter de vous flinguer les yeux. Les ophtalmologues disent que demain, à peu près dans les années 60, en 2060, 50% de la population mondiale sera myope du fait de l'utilisation intensive, je dirais, alors pour répondre, des ordinateurs. Pour répondre à votre question, le vrai sujet en France, c'est qu'on est vraiment à la ramasse en termes de management. On a un management qui est essentiellement donc vertical, peu bienveillant, et qui a beaucoup de mal à s'adapter à la question du télétravail. Alors que dans d'autres pays, le management est plus empathique, plus dans l'écoute, plus, je dirais, porté dans une considération des salariés. Nous, le mode de sélection des cercles dirigeants, en haut du top management, et ça redescend par cascade, fait qu'on est plus dans un management plus autoritaire. C'est, en fait, l'État français, on le voit d'ailleurs au niveau de l'État politique, on a un système un peu monarchie élective, avec des gens qui ont des privilèges quasiment Louis XIVien, et tout ça se sent. Et ça ne marche pas aujourd'hui. Ça ne marche pas. Il faut animer des équipes. Le bon leader, alors il y en a, c'est 30% des boîtes. Le bon leader, c'est celui qui est parmi les siens, qui anime et qui sait, y compris faire confiance, qui sait faire preuve de bienveillance, qui sait faire preuve d'empathie. Mais c'est pas partout pareil, hein, on est bien d'accord. Et donc, le vrai problème, c'est que le télétravail exige des compétences et que, comme on avait du retard, on n'a pas préparé les managers à ça. Tout le monde est tombé un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la piscine, et on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de problèmes parce qu'on n'arrive pas véritablement à réguler la question. Avec Régis Juanico qui est avec nous, donc ancien député de la Loire, avec ce livre, hein, Bougeons, aux éditions de l'Aude. Vous qui avez été un ancien député, vous êtes de la Loire, beaucoup de TPE et beaucoup de TPME. Tous ces dispositifs du télétravail est très compliqué pour ces petites entreprises. Oui, et il faudrait les aider à mieux le gérer. D'abord en limitant effectivement le nombre de jours télétravaillés. Voilà, je pense que 1 voire 2 jours maximum, c'est bien, à la fois pour l'équilibre physique, psychique des télétravailleurs, le fait qu'ils aient un collectif de travail aussi, un lieu de travail où ils peuvent retrouver leurs collègues et puis créer à ce moment-là. Et puis, il existe au Québec, par exemple, depuis 2019, une aide de l'État pour les PME, pour les aider. Alors, c'est 40 000 $ canadiens, donc c'est à peu près 30 000 € par an, qui leur permet d'acquérir à la fois, alors, soit du mobilier actif, à la fois sur le lieu de travail ou pour les télétravailleurs, hein, notamment des bureaux réglables en hauteur ou des assises actives, vous savez, des ballons pour permettre de bouger un peu plus quand on est assis, pas sur une chaise, ça, je pas d'être figé, ou par exemple d'acquérir des douches et des vestiaires pour ceux qui veulent faire un petit peu de sport ou d'activité physique et sportive. Ça serait bien qu'on ait ce même dispositif en France pour aider notamment les PME. Les grands groupes, il n'y a pas besoin parce qu'elles ont les moyens financiers pour le mobilier actif de leurs salariés. Merci beaucoup en tout cas Jean-Claude Delgen de m'avoir aidé à préparer cette émission, un président fondateur du cabinet Technologia. Et je vous rappelle ce livre, Oser le télétravail, comment mettre en place un télétravail responsable. Et puis chez Fauve aussi, édition, le retour au bureau, la fin du télétravail. Et merci beaucoup Martine Derdevey d'avoir été avec nous, un senior advisor RH et présidente fondatrice de Mayao Conseil. Et merci beaucoup Régis Juanico, ancien député de la Loire et auteur de ce livre que je vous incite aussi à lire, Bougeons, aux éditions de l'Aube. On vous retrouve très bientôt Jean-Claude Delgen, merci beaucoup. Dans un instant, on part. Vous aimez le football ?
Un peu. Ça dépend, ça m'arrange, puisque Philippe David est là. On va parler football ce soir. Ah oui, avec un menu évidemment qui commencera par le Ballon d'Or. Vous avez vu, tout le monde disait que ce serait Vinicius, le joueur du Real. Et ben non, c'est Rodri, le joueur de Manchester City, qui a été au du Ballon d'Or. C'est quand même une surprise quand même, on peut le dire. Est-ce que pour vous c'est scandaleux que Rodri ait gagné le Ballon d'Or, que Vinicius le méritait ou un autre? Venez nous le dire au 0826 300 300. On va parler également aussi de l'attitude du Real Madrid, qui n'est pas un modèle de sportivité, puisque quand ils ont appris que c'était pas un de leurs joueurs, ils ont carrément laissé l'avion sur le tarmac à Madrid, ce qui se fait de mieux. Ensuite, on reviendra en long, en large, en travers sur le classique, pas le classico, le OM PSG de dimanche dernier avec Bastien Aubert, correspondant du But Football Club à Marseille. Et on terminera très court parce qu'on a un Bordelais avec nous, Maxime Sénat. Ça continue à Bordeaux jusqu'au 21 janvier au moins. Et vous n'êtes pas seul. Ah bah non, évidemment. Il y aura Guy Carlier et Emmanuel Galasso, bien sûr. Voilà, la fine équipe. Et nous, on se retrouve demain à partir de 17h pour les vraies voix. Bravo, merci beaucoup à notre équipe, Maxime, Aude, Justine, Majid et bien entendu Félix Mathieu et Philippe David. On se retrouve demain. Salut, passez une très bonne soirée. Merci.